Cher lecteur, d'où que vous soyez dans le monde, bienvenue dans cette aventure extraordinaire où le célèbre détective belge Hercule Poirot fait face à l'une de ses enquêtes les plus intrigantes. Imaginez un télégramme mystérieux, une maison silencieuse au bord de la mer, des secrets enfouis depuis 20 ans et une disparition inexplicable qui bouleversera tout ce que vous croyez savoir. Laissez un commentaire pour nous dire d'où vous nous lisez. Paris, Bruxelles, Montréal, Rio de Janeiro, nous voulons savoir où cette histoire voyage avec vous. Préparez-vous à plonger dans un mystère où chaque détail compte, où rien n'est ce qu'il semble être et où seule la méthode infaillible d'Hercule Poirot pourra démêler l'écheveau de mensonges et de vérités. Cette histoire n'est pas celle d'actions violentes, mais d'une enquête psychologique fascinante où l'intelligence triomphe toujours. Alors, installez-vous confortablement et que l'enquête commence. La pluie tambourinait doucement contre les fenêtres de l'appartement londonien d'Hercule Poirot en ce matin de novembre 1936. Le détective belge, impeccablement vêtu comme à son habitude, sirotait son chocolat chaud tout en observant les passants pressés dans la rue. Son fidèle ami, le capitaine Hastings, venait tout juste de partir pour une promenade matinale, le laissant seul avec ses pensées et le Times du jour. C'est alors que Georges, son valet irréprochable, entra dans le salon avec une certaine hésitation inhabituelle. « Monsieur Poirot, un télégramme vient d'arriver. Il me semble urgent. » Poirot leva un sourcil intrigué et tendit la main pour recevoir le message. Le télégramme était bref, presque énigmatique. « Venez immédiatement. Villa des Mouettes, Côte d'Émeraude. Situation désespérée. Personne ne doit savoir. Madeleine Ferrand. » Poirot examina le télégramme avec son attention caractéristique, fronçant légèrement les sourcils. Le nom de Madeleine Ferrand lui était vaguement familier, comme un écho lointain d'une affaire passée. Il se leva et se dirigea vers son bureau, où il gardait ses archives méticuleusement classées. Après quelques minutes de recherche, un dossier poussiéreux attira son attention. L'affaire Ferrand de 1916, une disparition mystérieuse jamais élucidée. « Georges, préparez mes bagages », ordonna Poirot d'un ton décisif. « Nous partons pour la Bretagne. » Le valet s'inclina discrètement et disparut pour exécuter les ordres. Poirot retourna près de la fenêtre, le télégramme entre ses doigts, soigné. Pourquoi Madeleine Ferrand, après tant d'années de silence, faisait-elle appel à lui maintenant? Quel secret la Villa des Mouettes abritait-elle? Et 1 heure plus tard, Poirot montait dans un taxi qui le conduirait à la gare. Le brouillard londonien enveloppait la ville d'un voile mystérieux, comme si la nature elle-même voulait souligner le caractère énigmatique de cette convocation. Dans sa poche, le télégramme semblait peser plus lourd qu'un simple morceau de papier. C'était le poids d'un mystère qui attendait d'être résolu. Le train pour la Bretagne ne partait que dans 2 heures, ce qui laissait à Poirot le temps de réfléchir. Il s'installa dans un café de la gare, commanda un café au lait et sortit un petit carnet où il nota les quelques éléments dont il disposait. Madeleine Ferrand, Villa des Mouettes, situation désespérée, secret absolu. Ces mots dansaient dans son esprit comme les pièces d'un puzzle incomplet. Mais Hercule Poirot adorait les puzzles, surtout les plus complexes. Le voyage en train fut long et monotone, rythmé par le cliquetis régulier des Reichsleinemann sur les rails. Poirot observait le paysage qui défilait. Les collines verdoyantes d'abord, puis progressivement les côtes rocheuses de la Bretagne qui apparaissaient dans le crépuscule. Il était presque 9 heures du soir lorsque le train s'arrêta à la petite gare de Saint-Lunaire. L'air marin, chargé d'iode et de sel, lui fouetta le visage dès qu'il descendit sur le quai désert. Un homme âgé, coiffé d'une casquette de marin, l'attendait près d'une vieille automobile. « Monsieur Poirot ?» demanda-t-il avec un fort accent breton. « Madame Ferrand m'a envoyé vous chercher. Je m'appelle Joseph, je suis le jardinier de la villa. » Poirot monta dans la voiture, observant attentivement le visage ridé de Joseph. L'homme semblait nerveux.
Ses mains tremblaient légèrement sur le volant. Quelque chose le tourmentait. C'était évident. La route serpentait le long de la côte, offrant des vues spectaculaires sur l'océan qui s'étendait à l'infini sous la lune montante. Au bout d'une vingtaine de minutes, Joseph s'engagea sur un chemin privé bordé de pins maritimes. Au bout de cette allée se dressait la villa des Mouettes, une imposante demeure de pierre grise qui semblait veiller sur la mer depuis des générations. Toutes les fenêtres étaient éclairées, créant un contraste saisissant avec l'obscurité environnante. Une femme d'une soixantaine d'années, élégante malgré les marques du temps sur son visage, attendait sur le perron. « Monsieur Poirot, vous êtes venu. Dieu merci », murmura-t-elle d'une voix tremblante. C'était Madeleine Ferrand, et Poirot remarqua immédiatement ses yeux rougis et les cernes profonds qui les entouraient. Cette femme n'avait manifestement pas dormi depuis plusieurs jours. Elle fit entrer le détective dans un vaste hall décoré de tableaux marins et de meubles anciens. « Madame, puis-je connaître la nature exacte de ce qui vous tourmente ?» demanda Poirot après les politesses d'usage. Madeleine Ferrand le conduisit dans un salon richement meublé, ferma soigneusement la porte et s'assit sur un canapé de velours bleu. Ses mains jouaient nerveusement avec un mouchoir brodé. « Monsieur Poirot, il y a 20 ans, mon mari Antoine a disparu dans des circonstances mystérieuses. On l'a cru mort, noyé lors d'une promenade en mer. Mais il y a 3 jours, j'ai reçu ceci. » Elle tendit à Poirot un autre télégramme, daté de 3 jours auparavant. Le message était glaçant dans sa simplicité. « Je reviens à 9 heures. Prépare-toi, Antoine. » Poirot examina le télégramme avec son attention habituelle, notant le cachet de la poste, la qualité du papier, la calligraphie. « Et qu'est-il arrivé à 9 heures, madame ?» demanda-t-il calmement. Les larmes montèrent aux yeux de Madeleine Ferrand. « Rien, monsieur Poirot, absolument rien. Mais depuis, je ne me sens plus en sécurité dans ma propre maison. » Le détective se cala confortablement dans son fauteuil, joignant le bout de ses doigts dans un geste qui lui était familier. « Je vois. Racontez-moi tout depuis le début, madame. Chaque détail, même celui qui vous semble insignifiant, peut être important. » Et tandis que la nuit s'installait définitivement sur la villa des Mouettes, Madeleine Ferrand commença son récit, ravivant des souvenirs enfouis depuis 2 décennies. Poirot écoutait, ses petites cellules grises déjà au travail, tissant des liens invisibles entre les faits. Madeleine Ferrand se leva et se dirigea vers une commode en bois précieux, d'où elle sortit une photographie jaunie par le temps. « Voici Antoine, mon mari, photographié quelques jours avant sa disparition en 1916, » expliqua-t-elle, en tendant le cliché à Poirot. L'homme sur la photo était grand, distingué, avec une moustache fine et des yeux perçants, qui semblaient m'en regarder au-delà de l'objectif. Il portait un costume 3 pièces impeccable et tenait une canne à pommeau d'argent. Nous étions mariés depuis 5 ans à l'époque, continua Madeleine, retournant s'asseoir. Antoine était un homme d'affaires prospère, spécialisé dans l'import-export de textiles. Nous vivions à Paris, mais nous venions régulièrement ici, dans cette ville-là que sa famille possédait depuis générations. C'était notre refuge, loin de l'agitation de la capitale. Sa voix tremblait légèrement en évoquant ses souvenirs heureux. Nous n'avions pas d'enfants, ce qui attristait Antoine, mais notre amour était solide, ou du moins je le croyais. Poirot l'encouragea d'un geste à continuer. Le 15 août 1916, Antoine est sorti pour sa promenade quotidienne, le long des falaises. C'était son habitude, chaque jour, à la même heure, après le déjeuner. Il aimait marcher et réfléchir face à l'océan. Ce jour-là, il ne revint jamais. Madeleine dut s'interrompre, submergée par l'émotion. Les recherches durèrent des semaines. On retrouva sa canne au bord d'une falaise, là où la roche s'était effondrée récemment. Tout le monde conclut qu'il avait fait une chute fatale. « Mais vous, madame, vous n'y avez jamais cru ?» demanda doucement Poirot. Madeleine secoua la tête avec véhémence. « Non, jamais. Antoine connaissait ces falaises, comme sa poche. Il était prudent, méthodique. De plus, » elle hésita, comme si elle révélait un secret longtemps gardé.
De plus, le matin même de sa disparition, j'avais remarqué qu'il était étrangement nerveux. Il avait reçu une lettre qu'il avait brûlée immédiatement après l'avoir lue. Quand je lui demandai ce que c'était, il me répondit que ce n'était rien d'important. Poirot nota ce détail dans son carnet. Cette lettre, avez-vous une idée de qui pouvait l'avoir envoyée? Madeleine réfléchit un instant. Non, mais je me souviens que l'enveloppe portait un cachet de Paris. L'écriture était élégante, probablement féminine. Un silence pesant s'installa dans le salon. La pendule sur la cheminée sonna 10 coups, rappelant l'heure qui avançait inexorablement. Et après toutes ces années, pourquoi croyez-vous que votre mari serait vivant? L'après-midi était bien avancé lorsque Poirot décida d'interroger formellement tous les habitants de la villa. Il installa son bureau temporaire dans le salon, demandant à chacun de venir le voir individuellement. Le premier à se présenter fut Joseph, le vieux jardinier. L'homme entra d'un pas hésitant, sa casquette entre les mains, l'air d'un homme qui porte un lourd secret. « Asseyez-vous, Joseph », invita Poirot d'un ton bienveillant. « Je souhaite simplement vous poser quelques questions sur ce qui se passe ici. » Joseph s'installa sur le bord d'un fauteuil, manifestement mal à l'aise. « Monsieur, je ne sais pas grand-chose. Je m'occupe du jardin, c'est tout. » Poirot sourit légèrement. « Mais un jardinier voit beaucoup de choses, n'est-ce pas? Vous êtes dehors toute la journée. Vous observez les allées et venues. Dites-moi, avez-vous remarqué quelqu'un rôder autour de la villa récemment? » Joseph baissa les yeux, tripotant nerveusement sa casquette. « Peut-être. Il y a 3 jours, j'ai vu une silhouette près du portail, tard, le soir. Je n'ai pas pu voir qui c'était. À quelle heure exactement? » pressa Poirot. Joseph réfléchit un instant. Il était environ 9 heures, peut-être un peu après. J'allais me coucher quand j'ai vu cette ombre qui semblait observer la maison. J'ai voulu m'approcher, mais quand je suis arrivé au portail, il n'y avait plus personne. Poirot nota cette information cruciale. 9 heures, l'heure mentionnée dans le télégramme. Et vous n'avez rien remarqué d'autre? Pas de voiture garée à proximité, pas de bruit inhabituel. Joseph secoua la tête, mais son expression trahissait une certaine hésitation. « Joseph, si vous savez quelque chose, vous devez me le dire, » insista Poirot. « Madame Ferrand compte sur vous. » Le vieux jardinier soupira profondément. « Il y a bien quelque chose, mais je ne sais pas si c'est important. Il y a environ 2 semaines, j'ai trouvé un mégot de cigarette près de la fenêtre de la bibliothèque. Une cigarette anglaise, de marque Players. Ce n'est pas le genre que nous fumons ici. J'ai trouvé ça bizarre, mais je n'ai rien dit pour ne pas inquiéter madame. » Poirot remercia Joseph et le congédia. Une cigarette anglaise. Intéressant. Il fit ensuite venir Marie, la cuisinière. Une femme rondelette, au visage jovial, mais aux yeux perçants. « Marie, vous préparez les repas ici depuis combien d'années » demanda Poirot. « 25 ans, monsieur » répondit-elle fièrement. « J'étais déjà là du temps de monsieur Antoine. C'était un homme bon, même si... » Elle s'interrompit brusquement, comme si elle en avait trop dit. « Même si quoi, Marie » encouragea Poirot. La cuisinière hésita, puis se décida. Même s'il avait ses secrets. Je le savais, voyez-vous. Je le voyais partir certains soirs, tard, quand il croyait tout le monde endormi. Il prenait la voiture et revenait à l'aube. Madame ne savait rien de ses escapades nocturnes. Ce n'était pas mon rôle de le lui dire. Ces révélations confirmaient ce que Poirot commençait à suspecter. Antoine Ferrand menait effectivement une double vie. Et récemment, avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel? Continua Poirot. Marie réfléchit un moment. Le jeune Édouard reçoit beaucoup de coups de téléphone. Il les prend toujours dans sa chambre, jamais dans les pièces communes. Et hier, je l'ai vu parler avec un homme près du portail. Un homme élégant, la cinquantaine, que je n'avais jamais vu auparavant.
Cette information intéressa grandement Poirot. Édouard Ferrand avait donc des visiteurs secrets. Très intéressant, en effet. Le neveu cachait manifestement quelque chose, et Poirot était déterminé à découvrir quoi. Suzanne fut la dernière à être interrogée ce jour-là. Elle entra dans le salon avec une dignité tranquille, ses mains jointes devant elle. Contrairement à Joseph et Marie, elle ne semblait pas nerveuse, mais plutôt déterminée, comme si elle avait décidé de révéler quelque chose d'important. « Monsieur Poirot, je sais que vous cherchez la vérité. » Commença-t-elle sans attendre que le détective pose une question. Et je crois qu'il est temps que certaines choses soient dites, même si elles peuvent blesser madame. Poirot l'encouragea d'un geste à continuer, intrigué par cette introduction inhabituelle. « Voilà 15 ans que je travaille pour madame Ferrand, mais j'ai grandi dans cette région. Mon père était pêcheur, et nous connaissions bien la famille Ferrand. » Elle s'assit délicatement sur une chaise et croisa les mains sur ses genoux. « Il y a quelque chose que personne n'a jamais dit à madame. Le jour de la disparition de monsieur Antoine, mon père l'a vu. Il était sur son bateau, au large, et il a vu monsieur Antoine monter à bord d'un autre bateau qui l'attendait dans une crique isolée. Cette révélation fit l'effet d'une bombe. « Votre père est-il toujours vivant? Puis-je lui parler ?» demanda immédiatement Poirot. Suzanne secoua tristement la tête. « Il est mort il y a 5 ans, monsieur. Mais avant de mourir, il m'a fait promettre que si un jour quelqu'un cherchait vraiment la vérité sur cette affaire, je devais raconter ce que j'avais vu. Il se sentait coupable de ne jamais avoir témoigné, mais monsieur Antoine était un homme influent à l'époque. Mon père avait peur des conséquences. » Poirot se leva et fit quelques pas dans la pièce, ses mains derrière le dos, réfléchissant intensément. « Ce bateau, votre père l'a-t-il reconnu? Savait-il à qui il appartenait? » Suzanne fit un signe affirmatif. « Oui, monsieur. C'était un yacht privé, le Marguerite. Il appartenait à un certain monsieur Duchamp, un industriel parisien qui possédait une villa à Dinard. Mon père connaissait ce bateau parce qu'il l'avait vu plusieurs fois dans la région au cours de cet été 1916. Et monsieur Duchamp, savez-vous ce qu'il est devenu? » poursuivit Poirot. Suzanne hésita. « Je crois qu'il est mort pendant la guerre, en 1918. Sa villa a été vendue à une famille anglaise. Mais... » Elle marqua une pause, semblant rassembler son courage. « Mais mon père m'a dit qu'il avait une fille, une jeune femme brune, très belle, qu'on voyait parfois se promener seule sur la plage. Elle s'appelait Camille. » Le prénom correspondait à l'initiale sur la photographie trouvée dans le livre de Baudelaire. « Savez-vous où je pourrais trouver cette Camille Duchamp aujourd'hui ?» demanda Poirot avec un intérêt évident. Suzanne secoua la tête. « Non, monsieur. Après la mort de son père et la vente de la villa, elle a disparu. Certains disaient qu'elle était partie en Amérique, d'autres qu'elle s'était mariée en Italie. Personne ne savait vraiment. » Poirot réfléchit un moment, puis demanda « Suzanne, pourquoi n'avez-vous jamais parlé de tout cela à madame Ferrand, même après la mort de votre père ?» La femme de chambre baissa les yeux, visiblement émue, parce que madame avait enfin retrouvé une certaine paix après toutes ces années. Elle avait accepté la mort de son mari, elle avait reconstruit sa vie. Je ne voulais pas rouvrir ses vieilles blessures. Mais maintenant, avec ce télégramme mystérieux et votre présence ici, je comprends que la vérité doit éclater, quoi qu'il en coûte. Madame mérite de savoir. » Poirot hocha la tête avec approbation. Le courage de cette femme forçait le respect. « Dites-moi, Suzanne, que pensez-vous d'Édouard Ferrand ?» demanda soudain Poirot, changeant de sujet. L'expression de Suzanne se durcit imperceptiblement. « C'est un homme compliqué, monsieur. Il est toujours aimable avec madame, très attentionné même. Mais il y a quelque chose dans ses yeux. Je ne lui fais pas confiance. Il pose trop de questions sur les affaires de madame, sur ses finances, sur ses biens. Et ses coups de téléphone mystérieux. Non, monsieur Poirot,
Je ne lui fais pas confiance du tout. Cette opinion confirmait les propres impressions de Poirot. Édouard Ferrand occupait une place centrale dans ce mystère. Il en était maintenant convaincu. « Merci, Suzanne. Vous m'avez été d'une aide précieuse. » conclut Poirot. La femme de chambre se leva, fit une légère révérence et se dirigea vers la porte. Avant de sortir, elle se retourna une dernière fois. « Monsieur Poirot, protégez madame, s'il vous plaît. J'ai peur que tout cela ne se termine mal. » Et sur ces paroles inquiétantes, elle quitta le salon, laissant Poirot seul avec ses réflexions. « Parce que ce télégramme n'est pas une plaisanterie, monsieur Poirot, » répondit-elle avec conviction. « L'employé de la poste me l'a confirmé. Il a été envoyé de Paris, exactement comme cette lettre d'il y a 20 ans. Et il y a autre chose. » Elle se leva de nouveau et se dirigea vers une fenêtre donnant sur le jardin. « Depuis que j'ai reçu ce télégramme, j'ai l'impression d'être observé. Joseph, le jardinier que vous avez rencontré, a trouvé des traces de pas sous cette fenêtre il y a 2 jours, des traces d'un homme adulte portant des chaussures de ville. » Poirot se leva à son tour et rejoignit Madeleine près de la fenêtre. Dehors, le jardin était plongé dans l'obscurité, seulement éclairé par quelques lanternes vacillantes. « Madame Ferrand, qui d'autre vit dans cette maison ?» demanda-t-il. « Il y a Joseph et sa femme Marie, qui est ma cuisinière. Ils vivent dans une petite maison au fond du jardin. Puis il y a Suzanne, ma femme de chambre, qui dort dans une chambre au 2e étage. Et enfin, mon neveu Édouard, qui séjourne ici depuis quelques semaines. » Cette dernière information attira particulièrement l'attention de Poirot, un neveu opportunément présent au moment où le mystère refaisait surface. Très intéressant, pensa-t-il. Le lendemain matin, Poirot se réveilla de bonne heure, comme à son habitude. Sa chambre, au 1er étage, offrait une vue magnifique sur l'océan qui s'étendait à perte de vue. Le soleil se levait lentement, teintant le ciel de nuances roses et orangées. Après sa toilette méticuleuse, il descendit pour le petit déjeuner qu'il prit dans une salle à manger lumineuse, aux murs ornés de peintures marines. Marie, la cuisinière, lui servit un café au lait, accompagné de croissants encore chauds et de confitures maison. « Vous êtes bien matinal, monsieur », observa une voix masculine derrière lui. Poirot se retourna et découvrit un jeune homme d'environ 30 ans, aux cheveux blonds et aux yeux bleus perçants. Il portait un costume de lin clair et arborait un sourire charmant, mais qui ne montait pas jusqu'à ses yeux. « Édouard Ferrand », se présenta-t-il en tendant la main, « le neveu de ma tante Madeleine. Elle m'a parlé de votre arrivée hier soir. Un détective privé, n'est-ce pas? Comme c'est intriguant. » Poirot serra la main tendue, notant la force de la poignée et la légère moiteur de la paume. Édouard était nerveux, cela ne faisait aucun doute. « Monsieur Ferrand, asseyez-vous donc. J'aimerais vous poser quelques questions, si vous le permettez. » Le jeune homme s'installa en face de Poirot, se servant généreusement en café. « Bien sûr, monsieur Poirot, je suis à votre entière disposition. Tout ce qui peut aider ma tante est important pour moi. » Son ton était peut-être un peu trop empressé, pensa Poirot. « Que savez-vous de ce télégramme que votre tante a reçu ?» demanda directement Poirot. Édouard fronça les sourcils, semblant réfléchir. « Pas grand-chose, en vérité. Ma tante ne m'en a parlé que très brièvement. Elle semblait bouleversée. C'est ce qui m'a poussé à rester plus longtemps que prévu. J'étais venu passer quelques jours de vacances, mais je ne peux pas la laisser seule dans un tel état d'anxiété. » Il but une gorgée de café avant d'ajouter « Vous savez, cette histoire de mon oncle Antoine, c'est toujours resté un mystère dans la famille. » Poirot observait attentivement les expressions du jeune homme. « Vous connaissiez votre oncle ?» Édouard secoua la tête. « Non, j'étais un enfant quand il a disparu. J'avais à peine 10 ans, mais j'ai entendu les histoires, les rumeurs. Certains disaient qu'il avait une double vie, qu'il était peut-être mêlé à des affaires d'espionnage pendant la guerre. D'autres pensaient qu'il avait une maîtresse à Paris et qu'il était parti avec elle. Les gens racontent toujours des choses, n'est-ce pas? » « En effet, acquiesça Poirot. Et vous, qu'en pensez-vous »
Édouard haussa les épaules avec désinvolture. Je pense qu'il est mort, il y a 20 ans, et que ce télégramme est une mauvaise plaisanterie de quelqu'un qui veut profiter de la crédulité de ma tante. Peut-être quelqu'un qui espère obtenir de l'argent en échange de son silence ou de fausses informations. Cette théorie était plausible, admis mentalement Poirot, mais quelque chose dans l'attitude d'Édouard le mettait mal à l'aise. À ce moment, Suzanne, la femme de chambre, entra dans la pièce. C'était une femme d'une quarantaine d'années, aux traits tirés, mais au regard intelligent. « Monsieur Poirot, Madame Ferrand vous demande dans la bibliothèque dès que possible, » annonça-t-elle d'une voix douce. Poirot termina son café, s'excusa auprès d'Édouard et suivit Suzanne dans les couloirs de la villa. « Suzanne, n'est-ce pas? Depuis combien de temps travaillez-vous pour Madame Ferrand » demanda-t-il en chemin. « 15 ans, monsieur, » répondit Suzanne. « Je suis arrivé ici en 1921, quelques années après la disparition de monsieur Antoine. Madame avait besoin de quelqu'un de confiance, et je n'ai jamais eu à le regretter. Elle est une employeuse exceptionnelle. » Poirot nota la loyauté dans la voix de la femme de chambre. « Avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel ces derniers jours ?» Suzanne hésita un instant avant de répondre. « Oui, monsieur, des bruits la nuit, comme si quelqu'un marchait dans le jardin. Et hier, j'ai trouvé une fenêtre ouverte au rez-de-chaussée, alors que j'étais certaine de l'avoir fermée la veille. » Cette information confirma les inquiétudes de Madeleine Ferrand. Quelqu'un rôdait autour de la Villa des Mouettes. La bibliothèque de la Villa des Mouettes était une pièce imposante, aux murs entièrement recouverts de livres anciens. De hautes fenêtres donnaient sur le jardin, laissant entrer une lumière dorée qui illuminait les particules de poussière dansant dans l'air. Madeleine Ferrand se tenait près d'un bureau en acajou massif, tenant un livre relié de cuir qu'elle serra contre sa poitrine, en voyant entrer Poirot. « Monsieur Poirot, j'ai découvert quelque chose cette nuit. Je n'arrivais pas à dormir, alors je suis descendu ici pour chercher de quoi lire. » Elle déposa le livre sur le bureau et l'ouvrit à une page marquée d'un signet. Ce livre appartenait à Antoine. C'est un recueil de poèmes de Baudelaire, qu'il aimait particulièrement. En le feuilletant, j'ai trouvé ceci glissé entre les pages. Elle tendit à Poirot une photographie qui avait manifestement été cachée là depuis longtemps. On y voyait Antoine Ferrand, en compagnie d'une jeune femme brune, d'une beauté remarquable. Il se tenait devant un café parisien, souriant à l'objectif, avec une familiarité évidente. Poirot examina la photographie avec attention. « Reconnaissez-vous cette femme, madame ?» Madeleine secoua la tête, visiblement bouleversée. « Non, jamais. Antoine ne m'a jamais parlé d'elle. » Au dos de la photo, il y a une inscription. Poirot retourna délicatement le cliché et lut à voix haute. « Paris, avril 1916. N'oublie jamais. C'est le mois d'avril 1916, quelques mois avant la disparition d'Antoine. » La pièce du puzzle prenait forme lentement, mais sûrement. « Cette découverte change beaucoup de choses, madame, » déclara Poirot en reposant la photographie. « Il semble qu'effectivement, votre mari avait des secrets. Maintenant, nous devons découvrir qui était cette femme et quel rôle elle a joué dans sa disparition. » Madeleine s'assit lourdement dans un fauteuil, l'air épuisé. « J'ai passé 20 ans à pleurer un mari dont j'ignorais tout, apparemment. Comment puis-je être certaine de quoi que ce soit maintenant ?» Sa voix tremblait de colère et de chagrin mêlés. Poirot s'approcha d'elle avec compassion. « Madame, la vérité peut être douloureuse, mais elle seule peut vous libérer. Nous découvrirons ce qui est arrivé à Antoine, je vous le promets. » Il se mit ensuite à examiner systématiquement la bibliothèque, passant ses doigts le long des étagères, ouvrant certains livres au hasard. C'est alors qu'il remarqua quelque chose d'étrange. Une section de l'étagère semblait légèrement désalignée par rapport aux autres. Il appuya doucement et entendit un déclic. Un panneau secret s'ouvrit, révélant une petite cachette. À l'intérieur se trouvaient plusieurs enveloppes jaunies et un carnet relié de cuir noir. Madeleine poussa un cri de surprise. « Je ne savais pas que cette cachette existait. »
Antoine ne m'en a jamais parlé. Poirot sortit précautionneusement les documents et les déposa sur le bureau. Les enveloppes contenaient des lettres, toutes écrites de la même écriture élégante que celle mentionnée par Madeleine concernant la lettre reçue le jour de la disparition d'Antoine. Le carnet était rempli de notes, en français et en anglais, de noms, de dates, de chiffres. Poirot le feuilleta lentement, ses sourcils se fronçant de plus en plus. « Madame, je crois que votre mari était impliqué dans quelque chose de bien plus complexe qu'une simple liaison. Ces notes parlent de transferts d'argent, de rencontres secrètes, de codes. » Il leva les yeux vers Madeleine. « Il est possible qu'Antoine Ferrand ait effectivement travaillé pour les services secrets français pendant la guerre. » Cette révélation laissa Madeleine sans voix, ouvrant des possibilités qu'elle n'avait jamais envisagées. Qui était vraiment l'homme qu'elle avait épousé? Le soir tombait sur la villa des Mouettes lorsque Poirot décida qu'il était temps de confronter Édouard Ferrand. Il le fit appeler au salon et attendit, assis confortablement dans son fauteuil préféré, les mains jointes sous le menton. Le jeune homme arriva quelques minutes plus tard, l'air décontracté, mais avec une légère tension dans les épaules. « Vous vouliez me voir, monsieur Poirot ?» demanda-t-il en s'installant sans y être invité. « J'espère que vos interrogatoires ont été fructueux. »« Très fructueux, en effet, » répondit Poirot d'une voix douce mais ferme. « J'ai appris beaucoup de choses intéressantes aujourd'hui. Par exemple, que vous recevez des visites discrètes et de nombreux coups de téléphone, que vous prenez toujours en privé. Cela m'intrigue, monsieur Ferrand. Pourriez-vous m'éclairer ?» Le visage d'Édouard se durcit légèrement, mais il conserva son sourire. « Je ne vois pas en quoi mes affaires personnelles concernent cette enquête. Je suis un homme d'affaires. J'ai des relations professionnelles. » Poirot se leva et commença à faire les 100 pas, une habitude qu'il avait lorsqu'il préparait une révélation importante. « Monsieur Ferrand, je vais être franc avec vous. Je sais que vous n'êtes pas ici par simple affection familiale. Vous attendez quelque chose, n'est-ce pas? Vous espérez obtenir quelque chose de votre tante. » Édouard se leva brusquement, la colère remplaçant maintenant le sourire. « Comment osez-vous m'accuser ainsi? Je suis venu ici pour soutenir ma tante dans un moment difficile. »« Vraiment ?» répliqua calmement Poirot. « Alors comment expliquez-vous que vous soyez arrivé ici exactement une semaine avant que le télégramme mystérieux ne soit envoyé? N'est-ce pas une coïncidence remarquable ?» Cette question fit tressaillir Édouard. « C'est le hasard. Je ne savais rien de ce télégramme avant d'arriver. » Poirot s'arrêta devant lui, plantant son regard dans celui du jeune homme. « Je ne crois pas au hasard, monsieur Ferrand. Je crois aux faits et à la logique. Et les faits me disent que vous savez quelque chose que vous ne voulez pas révéler. » Le silence s'installa, tendu comme une corde de violon. Édouard détourna finalement le regard, et Poirot sut qu'il avait gagné cette première manche. « Très bien, » capitula Édouard en se rasseyant lourdement. « Vous avez raison, je ne suis pas ici par hasard. Il y a quelques semaines, j'ai reçu une lettre anonyme me disant que si je voulais connaître la vérité sur la fortune cachée d'Antoine Ferrand, je devais me rendre à la villa des Mouettes avant la fin du mois. La lettre mentionnait aussi qu'un télégramme allait bientôt bouleverser ma tante. » Poirot fronça les sourcils. « Et vous avez cette lettre ?» Édouard hocha la tête et sortit une enveloppe froissée de sa poche. « La voilà, je l'ai gardée, même si je n'étais pas sûr de devoir y croire. » Poirot examina la lettre attentivement. L'écriture était différente de celle des lettres trouvées dans la cachette, mais le papier était de qualité similaire. « Cette fortune cachée, qu'en savez-vous exactement ?» demanda le détective. Édouard haussa les épaules. « Rien de concret, juste des rumeurs familiales, selon lesquelles Antoine aurait accumulé une fortune considérable pendant la guerre, de l'argent qui n'a jamais été retrouvé. Et vous pensiez pouvoir mettre la main dessus avant que votre tante ne la découvre, » suggéra Poirot. Édouard eut au moins la décence de paraître embarrassé. « J'ai des dettes, monsieur Poirot. » « Des dettes de jeu importantes.
J'avais pensé que si cette fortune existait vraiment, peut-être que ma tante accepterait de m'aider. Elle est riche et je suis son seul parent vivant. La vérité éclata enfin au grand jour. Édouard était motivé par l'argent, pas par l'affection familiale. Mais était-il capable d'aller jusqu'à envoyer lui-même ce télégramme pour manipuler sa tante? « Monsieur Ferrand, je vais vous poser une question directe, et je veux une réponse honnête, » déclara Poirot d'un ton grave. « Avez-vous envoyé ce télégramme à votre tante en vous faisant passer pour Antoine ?» Édouard leva les yeux, et pour la première fois, Poirot y vit une sincérité troublante. « Non, monsieur Poirot, je vous le jure, quand ma tante m'a montré ce télégramme, j'ai été aussi choqué qu'elle. Je ne sais pas qui l'a envoyé, mais ce n'est pas moi. Je suis peut-être un imbécile cupide, mais je ne suis pas un monstre qui jouerait avec les émotions de sa tante de cette manière. » Cette nuit-là, Poirot ne parvenait pas à trouver le sommeil. Il était assis dans sa chambre, près de la fenêtre ouverte, écoutant le bruit des vagues qui se brisaient sur les rochers en contrebas. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler dans son esprit, mais il manquait encore l'élément clé qui relierait tout ensemble. Antoine Ferrand avait manifestement disparu volontairement, embarquant sur le yacht de Duchamp. Mais pourquoi? Et quel était le lien avec le télégramme reçu 20 ans plus tard? Soudain, alors que l'horloge de la villa sonnait minuit, Poirot entendit un bruit en provenance du jardin. Il se leva rapidement et regarda par la fenêtre. Dans la lumière blafarde de la lune, il distingua une silhouette qui se déplaçait furtivement vers la bibliothèque. Sans perdre une seconde, Poirot enfila sa robe de chambre et descendit silencieusement l'escalier. Il prit soin de ne pas faire de bruit, ses pantoufles glissant sans bruit sur le parquet ciré. La porte de la bibliothèque était entr'ouverte, laissant filtrer une faible lumière. Poirot poussa doucement la porte et entra. La silhouette était penchée sur le bureau, fouillant dans les tiroirs avec des gestes précis et méthodiques. À la lueur de la lampe de poche que tenait l'intrus, Poirot reconnut le profil. C'était une femme d'une 60aine d'années, élégante, malgré son accoutrement sombre. Elle devait avoir été très belle dans sa jeunesse. « Bonsoir, mademoiselle Duchamp », dit calmement Poirot. « Ou devrais-je dire madame, car je suppose que vous vous êtes mariée depuis 1916. » La femme se retourna brusquement, le visage livide de surprise. Un instant, Poirot crut qu'elle allait s'enfuir, mais elle se ressaisit rapidement et se redressa avec dignité. « Monsieur Poirot, je présume, Madeleine m'avait prévenu que vous étiez ici. Je ne m'attendais pas à vous rencontrer dans ces circonstances. » Sa voix était douce, mais teintée d'amertume. « Je m'appelle Camille Marchand maintenant. J'ai épousé un médecin français en 1920. Mais vous avez raison, j'étais Camille Duchamp autrefois. » Poirot alluma les lumières de la bibliothèque et ferma la porte derrière lui. « Asseyez-vous, madame. Nous avons beaucoup de choses à nous dire, n'est-ce pas ?» Camille hésita un instant, puis s'assit dans le fauteuil que lui indiquait Poirot. Elle posa sa lampe de poche sur le bureau et croisa les mains sur ses genoux, dans une posture qui rappelait étrangement celle de Suzanne, plus tôt dans la journée. « Je suppose que vous avez tout compris, » murmura-t-elle. « Antoine et moi, vous étiez amants, » compléta Poirot sans ménagement, « et en 1916, il a décidé de simuler sa mort pour partir avec vous. Le yacht de votre père l'attendait dans cette crique, comme l'a vu le père de Suzanne. » Camille acquiesça lentement, des larmes commençant à perler au coin de ses yeux. « Oui, nous nous aimions passionnément. Antoine était malheureux dans son mariage. Madeleine était une femme bien. Mais ils n'avaient jamais vraiment été heureux ensemble. C'était un mariage arrangé, pour des raisons de fortune et de position sociale. Alors, il a tout abandonné pour vous, » continua Poirot. Sa femme, sa vie, son identité. C'était pendant la guerre, le moment idéal pour disparaître. Avec les bouleversements de l'époque, il était facile de prendre une nouvelle identité. Camille essuya ses larmes avec un mouchoir brodé. « Mon père nous a aidés. Il nous a emmenés en Italie, puis en Argentine. Nous avons vécu là-bas pendant 15 ans, sous le nom de Monsieur et Madame Renard.
Antoine était heureux, nous étions heureux. Nous n'avions pas d'enfants, mais nous nous suffisions l'un à l'autre. Vous dites « nous étions ». Que s'est-il passé? Demanda doucement Poirot. Le visage de Camille se crispa de douleur. Antoine est mort, il y a 3 ans, monsieur Poirot. Un problème cardiaque. Il est parti paisiblement, dans son sommeil. Mais avant de mourir, il m'a fait promettre quelque chose. Il voulait que je dise la vérité à Madeleine, qu'elle sache qu'il ne l'avait pas abandonnée par cruauté, mais par amour pour moi. Il voulait qu'elle puisse enfin tourner la page, sachant qu'il n'était pas mort dans des circonstances tragiques, mais qu'il avait choisi sa vie. Poirot comprenait maintenant. C'est vous qui avez envoyé le télégramme. Je reviens à 9 heures. Mais vous n'êtes jamais venu à cette heure-là, n'est-ce pas? Vous avez eu peur, au dernier moment. Camille hocha la tête misérablement. Oui, j'ai envoyé ce télégramme, il y a 3 jours, pensant que je trouverais le courage de venir révéler la vérité. Mais quand l'heure est venue, j'ai paniqué. Comment pouvais-je affronter la femme que j'avais, d'une certaine manière, dépouillée de son mari? Comment lui dire que l'homme qu'elle avait pleuré pendant 20 ans avait choisi de la quitter pour moi? Les sanglots la secouèrent, libérant des années de culpabilité refoulées. Le lendemain matin, Poirot réunit tout le monde dans le grand salon de la villa des Mouettes. Madeleine Ferrand était assise dans son fauteuil habituel, le visage pâle mais résolu. Édouard se tenait près de la cheminée, visiblement nerveux. Joseph, Marie et Suzanne attendaient respectueusement près de la porte. Et dans un coin de la pièce, presque invisible, se tenait Camille Marchand, que Poirot avait convaincu de rester pour cette confrontation finale. L'atmosphère était lourde d'anticipation et d'appréhension. « Mesdames et messieurs, » commença Poirot de sa voix distinctive, « je vous ai réunis ce matin pour révéler la vérité sur la disparition d'Antoine Ferrand et sur le mystérieux télégramme reçu par Madame Ferrand. Cette affaire, qui semblait au départ inexplicable, s'est révélée être une histoire d'amour et de choix douloureux. » Il fit une pause, laissant ses paroles résonner dans le silence. Antoine Ferrand n'est pas mort en 1916. Il a simulé sa disparition pour commencer une nouvelle vie avec la femme qu'il aimait. Madeleine ferma les yeux, comme si elle s'était préparée à cette révélation, mais qu'elle la craignait néanmoins. Cette femme, continua Poirot en se tournant vers Camille, était mademoiselle Camille Duchamp, la fille d'un industriel qui possédait une villa à Dinard. Ils se sont rencontrés au printemps 1916 et sont tombés passionnément amoureux. Le père de Camille, comprenant leur situation, a accepté de les aider à disparaître. Le 15 août 1916, Antoine a embarqué sur le yacht de Duchamp et ils sont partis ensemble pour l'Italie, puis l'Argentine. Édouard laissa échapper un sifflement incrédule. « Mon oncle a vécu toutes ces années sous une fausse identité. C'est incroyable. » Poirot hocha la tête. « En effet, ils ont vécu en Argentine sous le nom de Monsieur et Madame Renard pendant 15 ans. Antoine est mort il y a 3 ans, d'une maladie cardiaque. Mais avant de mourir, il a demandé à Camille de révéler la vérité à son épouse légitime. C'est ce qui explique le télégramme mystérieux. » Il se tourna vers Camille, l'invitant d'un geste à s'avancer. Camille fit quelques pas hésitants vers le centre de la pièce. « Madame Ferrand, » commença-t-elle d'une voix tremblante, « je ne cherche pas votre pardon, car ce que nous avons fait est impardonnable. Mais je veux que vous sachiez qu'Antoine vous respectait profondément. Il ne vous a pas quitté par cruauté ou par mépris. Il était simplement malheureux. Notre amour était plus fort que tout, et nous avons fait un choix terrible, mais nécessaire pour nous. Antoine a pensé à vous jusqu'à la fin de ses jours. Ses dernières paroles furent pour espérer que vous puissiez, un jour, comprendre et trouver la paix. » Madeleine ouvrit enfin les yeux et regarda fixement Camille. Pendant un long moment, personne n'osa respirer. Puis, contre toute attente, Madeleine se leva et marcha lentement vers Camille. Les deux femmes se retrouvèrent face à face, séparées par tant d'années et tant de douleurs.
J'ai passé 20 ans à pleurer un fantôme, dit doucement Madeleine. 20 ans à me demander ce que j'avais fait de mal, pourquoi mon mari avait choisi de mourir plutôt que de vivre avec moi. Maintenant, je sais la vérité. Ce n'est pas moins douloureux, mais c'est libérateur. Je suis désolé, murmura Camille, les larmes coulant librement sur ses joues. Si désolé. Madeleine tendit la main et, dans un geste qui surprit tout le monde, toucha délicatement le bras de Camille. Je ne peux pas dire que je vous pardonne, pas encore. Mais je comprends. Antoine était un homme de passion, pas de raison. Il a choisi son cœur plutôt que son devoir. C'était son choix. Cette acceptation, aussi douloureuse soit-elle, marqua le début d'une guérison que Madeleine attendait depuis 2 décennies. Poirot intervint alors pour éclaircir les derniers points. Il reste la question de la fortune cachée dont parlait la lettre reçue par Édouard. Il sortit de sa poche le carnet trouvé dans la cachette de la bibliothèque. Ce carnet contient effectivement des informations sur de l'argent qu'Antoine avait mis de côté. Mais cet argent, Madame Ferrand, était destiné à financer sa nouvelle vie avec Camille. Il n'y a pas de trésor caché ici. La lettre envoyée à Édouard était probablement une tentative de Camille pour attirer l'attention sur cette villa, espérant ainsi créer une situation où elle serait forcée de révéler la vérité. Camille acquiesça. C'est exact. J'ai envoyé cette lettre à Édouard, que j'avais repéré lors de recherches sur la famille Ferrand. Je pensais que sa présence forcerait les choses, qu'il poserait des questions qui mèneraient à la vérité. Je n'avais pas le courage de venir seul affronter Madeleine. Édouard parut à la fois soulagé et déçu. Soulagé de ne pas être accusé de manipulation, déçu de voir s'envoler l'espoir d'une fortune. « Alors il n'y a pas d'argent ?» demanda-t-il, incapable de cacher sa déception. Madeleine lui lança un regard sévère qui le fit taire instantanément. « L'argent n'a jamais été l'important dans cette histoire, » conclut Poirot. Ce qui importait, c'était la vérité. Madame Ferrand méritait de savoir ce qui était arrivé à son mari. Maintenant qu'elle le sait, elle peut enfin fermer ce chapitre de sa vie et avancer. Quant à vous, Madame Marchand, vous avez tenu la promesse faite à Antoine. Votre conscience peut être en paix. Il regarda chacun des protagonistes tour à tour. Cette affaire nous rappelle que derrière chaque mystère, il y a des êtres humains avec leurs faiblesses, leurs passions et leurs regrets. Alors que le soleil perçait enfin à travers les nuages qui avaient obscurci la côte depuis plusieurs jours, illuminant le salon d'une lumière dorée, Hercule Poirot comprit que sa mission était accomplie. La vérité, aussi douloureuse soit-elle, avait triomphé. Et dans ce triomphe, il y avait une forme étrange de beauté et de rédemption. Les habitants de la Villa des Mouettes pouvaient enfin regarder vers l'avenir, libérés du poids d'un passé qui les hantait depuis trop longtemps. Le mystère du télégramme de 9 heures était résolu. Épilogue 3 mois plus tard, Poirot reçut une lettre de Madeleine Ferrand. Elle lui écrivait qu'elle avait vendu la Villa des Mouettes et qu'elle s'était installée à Paris, dans un appartement ensoleillé près du jardin du Luxembourg. Elle avait également maintenu le contact avec Camille Marchand, et bien qu'elles ne soient pas devenues amies, elles avaient trouvé une forme de paix dans leur relation. « Nous sommes les 2 femmes qui ont aimé Antoine Ferrand », écrivait-elle. « Cela crée un lien étrange mais indéniable entre nous. » Quant à Édouard, il avait finalement trouvé un emploi honnête dans une maison de commerce, aidé par les relations de sa tante. Il avait compris que la fortune ne se trouvait pas dans des trésors cachés, mais dans le travail et l'intégrité. Joseph et Marie avaient pris leur retraite, s'installant dans une petite maison près du port, où ils pouvaient profiter de leurs vieux jours. Suzanne était restée au service de Madeleine, fidèle comme toujours, heureuse d'avoir enfin révélé le secret de son père. Poirot plia soigneusement la lettre et la rangea dans ses archives. Une nouvelle affaire l'attendait déjà, un nouveau mystère à résoudre. Mais celui de la Villa des Mouettes resterait toujours spécial dans sa mémoire. Non pas pour sa complexité, mais pour ce qu'il révélait de la nature humaine,
la capacité d'aimer, de souffrir, de mentir et finalement de pardonner.